Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui parle des Hongrois et de la Hongrie, qui parle du pays dans lequel je vis depuis plus de 23 ans et dans lequel je passe le plus clair de mon temps. Alors ce petit texte a pour but, pour fonction, de vous montrer les principes qu'utilisent les peuples pour conserver leur particularité, leur unité culturelle, qui est en fin de compte le plus souvent un moyen de défense pour se protéger des envahisseurs et conserver le plus souvent une certaine unité génétique, mais pas tout le temps. Donc je vais vous parler du paradoxe hongrois pour que vous compreniez justement les principes organiques que les peuples et que les hommes mettent souvent inconsciemment en route pour se protéger et protéger leur groupe et garder cette unité qui les rend plus forts en fin de compte et qui les fait survivre. Donc ce petit texte, comme je vous l'ai dit, s'appelle le paradoxe hongrois. Il est intéressant pour comprendre les peuples d'étudier ce qui fait leur particularité et les moyens que ces peuples utilisent pour conserver leurs unités. Unités culturelles, linguistiques, qui souvent recouvrent une unité génétique correspondant aux bonnes adaptations des peuples au milieu dans lequel ils vivent. Bien que la Hongrie fit partie du vaste empire austro-hongrois au centre de l'Europe, la Hongrie fut souvent associée par obligation ou soumise à d'autres nations, associée par obligation à son puissant voisin autrichien, ou soumise, plus de 150 ans, à l'Empire ottoman, et plus récemment jusqu'en 1989 à la Russie soviétique. Si le peuple hongrois, par la situation géographique de sa terre faite de plaines indéfendables et entourée de voisins plus puissants, est dans l'impossibilité de défendre son territoire, et est souvent obligé de se soumettre à ses voisins ou ses envahisseurs, le peuple hongrois a néanmoins su conserver son unité sans jamais être absorbé par la culture de ses envahisseurs ou remplacé par ceux-ci. Ce qui fait réellement le hongrois, ce n'est pas l'unité génétique. La Hongrie étant un lieu de passage au centre de l'Europe où les hommes se mélangent. Mais c'est son attachement à sa terre si riche, une terre faite de plaines, entourée de montagnes, d'où les eaux ruissellent pour remplir le sous-sol, qui se gorge d'eau en profondeur, et où la terre, par le peu de précipitations, est cuite l'été en surface et gelée l'hiver, mais où les fleuves, à cours lent, et l'eau qui se trouve à quelques mètres de profondeur permettent d'irriguer des cultures inondées par le soleil cuisant des plaines hongroises. La richesse de la terre hongroise enracine donc à sa patrie le peuple hongrois majoritairement paysan. Et même si le hongrois ne peut défendre sa terre faite de plaines, sans endroit où se cacher pour s'opposer aux envahisseurs et effectuer une guérilla de résistance, le hongrois a mis au point, au cours des siècles, des techniques bien à lui pour supporter l'envahisseur, sans avoir à l'affronter de face. C'est ainsi que le hongrois, enraciné à sa terre si riche, refusant de la fuir mais subissant toutes les invasions et dominations, a conservé son individualité et son unité grâce à sa langue si dure à parler, qui est devenue un véritable mur le protégeant des envahisseurs et même maintenant des touristes spéculateurs. Envahi par les Turcs, les Russes, dominé par les Autrichiens, le Hongrois montrait de face une attitude soumise. Mais quand l'envahisseur ou le maître du moment avait le dos tourné, caché derrière sa langue et ses alliances villageoises, le Hongrois continuait à vivre en hongrois. Protégé par l'hermétisme de son langage, le Hongrois n'en faisait qu'à sa tête, confrontant le maître du moment à l'inertie d'un peuple roublard, paresseux, servile,
de face, mais impossible réellement à diriger. Le paradoxe hongrois, c'est donc de vivre sur une terre si riche qu'il ne veut pas la quitter, mais si plate qu'il lui est impossible de la défendre. Il subit donc souvent la domination, mais sait s'isoler de l'envahisseur par son langage. Assimilant celui qui fait l'effort de parler hongrois et de se reproduire hongrois, ou confrontant au mur de l'impossibilité de communiquer et à l'inertie paresseuse hongroise, celui qui ne fait pas l'effort de parler et de vivre hongrois. Voilà, petit texte pour vous faire comprendre que le hongrois n'a pas d'autre moyen, par sa terre plate, en fin de compte, de s'opposer aux envahisseurs, mais grâce à son langage, il arrive à s'isoler et à continuer à vivre entre hongrois sans être obligé de quitter sa terre qui est d'une grande richesse vu la conformation et la géographie de cette géographie hongroise qui est un véritable chaudron dans lequel ruissellent les eaux des montagnes qui sont autour, et cette Hongrie est une plaine brûlante l'été, glacée l'hiver, mais au sous-sol imbibé d'eau que le soleil inonde, et c'est formidable pour faire pousser du maïs, avoir des oies, des canards, avoir pêché des poissons dans les rivières, et avoir, en fin de compte, du blé, avoir une richesse agricole typique à la Hongrie, avec des fruits, des légumes, des abricots, des pêches, des pommes, des cochons, et toute une richesse qui enracine le Hongrois à sa terre, en fin de compte, enraciné par par la calorie que la terre hongroise fournit en quantité énorme. Donc le Hongrois ne part pas et accepte de subir l'envahisseur tout en se protégeant derrière ce langage si complexe, si différent et si étrange qu'est la langue hongroise. Alors, ça fait des gens très particuliers qui, de face, paraissent soumis et qui, en vérité, ont une double vie, une espèce de vie privée entre Hongrois, une vie secrète, une vie cachée qu'ils ne montrent pas aux envahisseurs et que l'on découvre progressivement. Alors moi, je suis Hongrois de village, donc je connais ce milieu puisque je suis intégré dans un village, le seul français du village, depuis plus de 23 ans. Donc je connais la mentalité hongroise, je connais la mentalité de la campagne et la mentalité des villes aussi. La ville étant en Hongrie, en fin de compte, là où viennent les groupes de la campagne qui essaient de faire fortune, et qui font souvent fortune, et qui s'affrontent entre eux, mais pas en individus seuls. C'est très particulier. Alors, le hongrois est à mettre, si vous voulez, en opposition avec des peuples de vallée, comme par exemple les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Alors là, il y a un vieil Historia où on voit écrit 10 ans, 1000 ans de crise. Alors pourquoi la crise dans ces régions-là? Tout simplement parce que la structure géographique des régions où habitent les peuples serbes, croates, bosniaques permet justement à ces gens de conserver leurs individualités de vallées, ce sont des gens qui vivent dans des vallées, de villages, et de s'affronter entre eux, mais eux ont la possibilité de s'opposer à leurs voisins ou à leurs envahisseurs par la conformation justement de l'endroit où ils vivent, de la géographie où ils vivent. C'est très bien, quand on vit dans une vallée, on peut en défendre les entrées, et si des gens vous emmerdent, vous pouvez très bien les éliminer et aller vous cacher ensuite dans votre vallée qui est remplie de recoins. Donc c'est pour ça que les habitants des vallées sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus directs, sanguinaires, combattants. C'est dans ces vallées où souvent il y a des traditions qui sont basées des fois sur la vengeance, le respect, l'honneur. L'honneur de Kaloum, je crois par exemple, chez les Albanais, qui sont aussi des gens de vallée, qui sont en vérité des techniques qui sont adaptées à ces géographies, puisque quand quelqu'un vous emmerde, vous pouvez l'éliminer et aller vous cacher dans votre vallée, on surveillera l'entrée, et
pourrez vous cacher dès que les gens qui viennent se venger ou vous agresser arrivent. Donc on ne peut pas adopter la technique du Hongrois qui, lui, n'a pas d'autre solution hein, que de se soumettre de face pour vivre, en fin de compte, d'une façon cachée par un langage, sa vie de Hongrois dans la vallée. On peut être plus dur, on peut être un guerrier défendant justement son territoire, car il a cette situation géographique lui permettant de défendre ce territoire de vallée. On trouve la même chose en Afghanistan, hein, avec les petits maîtres des vallées, hein, ces guerriers qui combattaient contre les Russes, après contre les Américains, et qui étaient capables, ben, grâce justement à la connaissance de leur terrain et aux possibilités de se cacher, de s'abriter dans les grottes et de surveiller l'arrivée des ennemis, de pouvoir effectuer une guérilla et d'être beaucoup plus belliqueux en fin de compte que le Hongrois qui est obligé d'être relativement dans la conciliation de face, car il n'a pas d'autre moyen. Quand vous êtes dans une plaine hongroise, on sait où vous habitez, vous voyez peut-être les gens venir de loin, mais eux aussi vous voient de loin et peuvent vous voir fuir, donc vous êtes dans la merde. Donc il y a bien plus intérêt à être calme, à être accueillant de face, mais à se cacher derrière une espèce de vie parallèle, protégée par des traditions et un langage hermétique. Dans la vallée, on peut être plus dur, plus brut, parce que on peut s'imposer, hein, tout simplement par la configuration des lieux. Donc les Afghans, c'est la même chose que les Serbes, que les Croates, que les Bosniaques. Cet esprit de vallée forme une certaine pugnacité et une certaine violence. C'est pour ça qu'on a vu cette guerre de Yougoslavie qui a fait que des populations s'affrontaient parce que chaque population avait sa vallée, son village dans sa vallée, ses groupes ethniques, hein, et pouvait défendre sa vallée contre des autres personnes. Et vous voyez, en fin de compte, des haines centenaires, hein, dégénérées en guerre civile, parce que les hommes se sentent protégés dans leur vallée, voyant arriver de loin leurs ennemis par les hauteurs et pouvant se cacher dans les recoins des rochers. Voilà. Alors, on pourrait aussi parler des Russes, les Russes qui, comme les Hongrois, alors pas tous les Russes, mais vivent dans des plaines, hein, la plaine russe est connue, hein, et on pourrait dire, bah, le Russe, lui, est obligé de subir l'envahisseur, mais pas tant que ça, parce que la configuration russe fait qu'effectivement, c'est une plaine qui peut paraître indéfendable, à la différence que le Hongrois, lui, est dans une plaine qui n'est pas d'une grande surface, puisque c'est beaucoup plus petit que la Russie, c'est entouré de montagnes, et ces montagnes ne sont pas forcément habitées par des Hongrois, alors que le Russe, sa plaine s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres, lui permettant, en cas de problème, de fuir toujours à l'est, pour se protéger des envahisseurs. Donc le Russe a mis au point la technique de la fuite, qui est en vérité une technique de combat. On fuit chez soi, puisque son chez-soi est très grand. La Russie, le Russe est un pays, est un pays qui s'est construit sur un immense territoire, et le Russe est un administrateur, puisque il gère des territoires géants, gère des réseaux de communication, et le Russe est mobile dans sa Russie. Donc quand des ennemis arrivent, même si c'est la plaine, alors il y a des zones de montagne en Russie aussi, mais on va parler de la plaine, et ben il peut fuir dans sa plaine et ne pas être forcément rattrapé par ses ennemis. Et comme il est chez lui, il connaît bien le terrain, laissant ses ennemis s'épuiser et souvent, avec le temps, tomber sur l'hiver russe, où le Russe, lui, est habitué à y survivre. Donc c'est ce qui s'est passé souvent. Alors là, je parle d'une histoire passée, parce que maintenant les technologies changent, mais c'est ce qui est arrivé avec Napoléon rentrant en Russie, voyant les Russes fuir et effectuer cette politique de la terre brûlée, donc
ne laissant rien à manger aux envahisseurs, se repliant de plus en plus loin dans la mère patrie russe pour retomber sur l'ennemi en hiver quand celui-ci sera affaibli et que l'hiver l'aura à moitié gelé. C'est ce qui est arrivé aux troupes nazies avec les Russes quand ils sont rentrés en Russie. Le Russe fuyant, perdant les batailles, un peu comme Napoléon perd dans les premières batailles, fuyant et, en fin de compte, retombant sur le germain, sur l'allemand guerrier, quand celui-ci était affaibli et gelé par l'hiver. Sans compter que le Russe pratique une guerre, une guérilla, une guerre de harcèlement avec les partisans. Il a toujours fait ça à l'époque de Napoléon, comme après, c'est sa plaine, il fuit, mais il est toujours chez lui, il fuit chez lui, alors que le Hongrois ne peut pas fuir. S'il fuit la plaine hongroise, il se retrouve chez des voisins qui ne sont pas hongrois et qui ne sont pas forcément ses copains sans être ses ennemis. Donc ça pose toujours un problème. Donc la Russie est une plaine, mais qui peut gérer en fin de compte la fuite qui est un moyen de combattre. On recule pour réattaquer quand l'ennemi sera épuisé et on lui laisse rien à manger. Le Hongrois ne peut pas faire ça. Donc de tout temps, il a dû subir l'envahisseur. Donc des Turcs, il ne reste que des bains chauds, vaguement un peu quelques similitudes dans l'alphabet, mais le hongrois a continué à vivre en paysan avec ses traditions, sa structure sociale Hun, très particulière, structure villageoise, structure clanique de village, et a survécu le hongrois grâce justement à cette langue hermétique, et il ne s'est pas imprégné des cultures qui sont venues chez lui. La même chose s'est passée avec les Russes. Quand les Russes sont arrivés, les Soviétiques à l'époque, le Hongrois a conservé sa culture. D'ailleurs, tous les pays d'Europe centrale ont conservé, puisque de toute façon la domination n'a pas eu lieu assez longtemps, mais le Hongrois avait une technique, c'était oui par devant, on obéissait, mais on continuait à vivre en hongrois dans un pays relativement russe. Alors j'ai une petite anecdote à raconter d'une prof qui avait vécu le communiste et il faisait venir des échanges entre professeurs de Russie et professeurs hongrois, comme la professeure était professeur russe hongrois. Ils accueillaient dans leur village un professeur russe, et là le professeur russe regardait les magasins hongrois très bien achalandés, plein de victuailles, plein d'habits. Ça n'avait pas changé, la vie quasiment pas changé avant et après les Russes, simplement il y avait ce mur, ce blocage avec l'Ouest, et il y avait quand même une économie qui était relativement riche et florissante, et ce prof qui vient de Russie regarde les magasins et se tourne vers la prof hongroise et dit « mais je ne comprends pas, il y a de la consommation partout, on dirait un pays capitaliste, regardez les magasins sont remplis, ce sont des magasins capitalistes ». Et la blague hongroise c'était de dire « ah non, pas du tout, regardez, il y a une étoile rouge sur le magasin, c'est un magasin communiste ». Et bien le hongrois, il met communiste autour, en fin de compte, au-dessus de ces magasins, il se met étoile rouge, il dit qu'il est communiste de face, il s'habille en communiste, mais sa vraie vie est hongroise, et il continue à vivre en hongrois. Alors la même chose avec les Turcs, les Turcs avaient bien vu que les Hongrois étaient difficiles à manier, et c'était, je crois, un pays qui faisait partie de l'Empire ottoman, mais qui n'était pas, à certains endroits, soumis à l'impôt turc, donc il faisait partie de l'Empire ottoman, mais en ayant des avantages fiscaux où il ne payait pas justement cet impôt, même s'il y avait des réquisitions d'individus pour faire des soldats, des janissaires. Il y avait quand même une particularité du hongrois, un avantage à vivre en hongrois, en Hongrie, même sous l'Empire ottoman. Voilà, pour vous expliquer que les peuples en général n'ont pas leur personnalité parce qu'ils le désirent, mais parce que tout simplement la géographie, leur situation les transforme d'une façon organique et les rend ce qu'ils sont. Il n'y a pas de désir propre, il y a tout simplement des possibilités. Et
comme je le dis souvent, hein, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, tout simplement. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer l'âme des peuples et ce qui fait la différence entre les peuples et ce qui fait en fin de compte leur façon de se protéger, de conserver leur culture. Après, j'ai un peu parlé de l'esprit de vallée et j'ai mis en corrélation le hongrois avec le russe qui habite des fois sur une plaine un peu semblable, mais c'est la surface de la plaine qui fait que la mentalité est différente. Voilà, petite vidéo de sociologie des peuples qui j'espère vous aura fait comprendre qui sont les Hongrois et comment ils fonctionnent. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.